C'est le printemps, nous voici dans le cadre de nos rencontres Paysans Entreprendre à la numéro 4. Nous accueillons avec impatience Gilles Bertrand Diaz. Donc, on avait envisagé d'aller dehors, on a quitté le coin du feu, mais il y a un peu de vent, il fait beau, c'est un vrai temps à Garriguette. Mais bon, on en a joué un petit peu plus sécure en se mettant à l'intérieur. Donc voilà, nous avons un moment à partager avec toi, Gilles. Merci de nous l'accorder. Nous allons parler du métier, de ta trajectoire, peut-être de rugby un peu le mois venu, de valeurs, de projets. Et j'ai hâte de t'entendre. Qui es-tu, Gilles ? Merci Jean-Michel, en tout cas pour cet accueil toujours chaleureux, un plaisir de se retrouver chez toi. Qui je suis ? Je suis Gilles, donc voilà, moi je suis Lot-et-Garonnais, je suis né à Agen il y a un peu plus de 50 ans maintenant. Le temps passe quand même, hein, donc à force. J'ai grandi à la campagne sur ce Lot-et-Garonne qui m'est cher. Donc jusqu'à 7 ans à Port-Sainte-Marie, en bord de Garonne, au milieu des champs de fraises et des arbres. Là. À l'époque, c'était des pêchers notamment, quelques pommiers. Mon père était chef de culture en fait sur une exploitation qui était à côté de Port-Sainte-Marie. Et nous vivions sur l'exploitation jusqu'à à peu près l'âge de 7 ans. Ensuite, mes parents ont fait construire leur maison sur les terrains dont la propriété celle de mes grands-parents côté maternel qui étaient également exploitants agricoles. Tout ça sur la commune de l'Ayrac à Goulens exactement. Et donc un penchant ensuite plus agené où j'ai poursuivi ma scolarité, collège, lycée Palissy et ensuite mes études qui m'ont conduit en Occitanie. Tu étais un bon élève ? À Toulouse. Non, j'étais pas un bon élève. J'étais un élève sérieux globalement, mais je peux pas dire que j'étais un bon élève. J'étais un élève moyen, travailleur. Voilà. Enfin, et les années lycée pour moi étaient finalement pas les meilleures. Sur un plan scolaire, c'est pas la période où je me suis le plus éclaté du tout. Donc je triais vraiment mes matières. Donc ça veut dire que j'étais capable vraiment de rien faire sur certaines d'entre elles et me concentrer sur celles qu'il fallait pour que les choses se passent quand même. Voilà. Donc capable d'avoir un 4 en philo et peut-être un 17 en physique, ce qui permettait d'avoir le bac et de se débrouiller pour intégrer ensuite mes études supérieures. Et donc qui m'ont amené à Toulouse à l'école d'agriculture de Purpan. Donc, au rugby, on dit être dans les 6. Ouais, c'est ça, c'est être dans les qualifiés. Je crois que j'étais à Purpan sur liste d'attente et puis finalement j'ai été pris. Et après, je me suis par contre assez largement éclaté à Purpan. Par contre, donc là, j'ai reconnecté avec le sens de l'éducation, de l'apprentissage, de ce que pouvait amener finalement ce que peuvent amener les études. Parce que tu avais mûri ou parce que ça a bien matché avec ce qui t'était proposé ? Sûrement un peu de tout ça. Sûrement un peu de tout ça. Mais en tout cas, oui, je me suis bien éclaté là-bas. Donc voilà, donc ce parcours finalement très lié à l'agriculture dès le début. Volonté en tout cas d'œuvrer dans ce secteur-là assez affirmé. Et après, en étant Purpan a été un déclencheur aussi important avec beaucoup de stages qui sont proposés dans le cadre de ce format d'enseignement. En France, à l'étranger, j'ai passé 5 mois aux États-Unis dans une grosse exploitation arboricole. Donc là, c'est un changement culturel pour le coup assez fort. Tu as fait les moutons aussi, non ? J'ai fait des moutons, ouais. Là, pour le coup, le premier stage à Purpan, c'était un stage en exploitation, donc dans l'Aveyron, brebis laitières. Donc l'élevage, moi, c'était pas trop mon truc quand même, hein, mais bon, comme c'est pas trop ton truc, on te colle là, hein, c'est quand même ça l'exercice du premier stage à Purpan, c'est quand même beaucoup ça. Mais bon, au final, voilà, c'était les travaux de la ferme, les fouelles, les brebis, passer quelques après-midi avec le pastre, ça faisait partie. Et puis la découverte aussi plus
une découverte plus intense de l'Aveyron. J'avais quelques copains aveyronnais, puisqu'à Purpan il y a quand même pas mal d'Aveyronnais. Et vraiment, voilà, c'est un département qui m'a pas laissé insensible aussi par à la fois la rudesse des gens, mais aussi leur profondeur. Et donc ces 4 mois d'exploitation étaient extrêmement intéressants aussi. Donc, tout ça, voilà, toutes les expériences en fait globalement, elles ont été agréables en tout cas pour moi. Et ce qui m'a conduit d'ailleurs à Marmande, hein, puisque c'est à travers un projet dans en 4e année d'école d'ingénieur, du coup un projet qui consistait à rentrer un peu dans le ventre des serres marmandaises, notamment avec une analyse technico-économique à l'époque. Donc c'est l'époque des difficultés en plus. Et c'est ça, donc on est en 96. Donc les premières serres à Marmande sont pour l'essentiel construites dans le début des années 90, fin 80, début 90, dans un contexte plutôt difficile. Et 2-3 ans après la construction, quasiment la moitié des serres se retrouvent en situation de dépôt de bilan. Donc donc plutôt un schéma assez complexe au démarrage. Et donc voilà, 4 mois, quelques semaines pendant 4 mois autour de ce projet-là. De belles rencontres avec à l'époque ce groupe Solprime qui se créait. On ne va pas refaire l'histoire, mais on était au tout début de cette aventure. Ce premier lien avec Rougeline, puisque ce groupe marmandais venait d'intégrer le grand réseau du Sud sur la tomate qui était Rougeline. Donc finalement c'est un peu à travers cette opportunité que j'ai eu l'occasion à la fois de rencontrer André Vielmas qui était directeur à l'époque, Yves Bertrand et tous les séristes finalement, et de bons souvenirs en tout cas de ces moments-là. Et je le remercie encore parce que... Qui étaient pourtant des moments de difficulté, de grand doute. Hein. Des moments de doute, des moments de difficulté, des moments où en tout cas on savait qu'il y avait beaucoup à faire. Voilà. Et ils m'ont donné en tout cas cette envie et cette chance aussi de m'impliquer dans l'aventure. Et donc dès la scolarité terminée, donc j'ai pu intégrer l'entreprise à Marmande sur plutôt des fonctions commerciales. Alors que par ailleurs tu envisageais de faire quelque chose à Perpignan avec Bruno. Oui, alors ça a été un des premiers choix, finalement assez difficile aussi, mais l'aventure a été construite ainsi, puisque quand dernière année à Purpan, nous travaillions sur un projet pour le coup d'installation, donc avec Bruno, Céline, donc Bruno Villa, qui est aujourd'hui le président de Rougeline. Et donc nous avons construit en fait ce projet pour bâtir 10 hectares de serre à Saint-Cyprien. Et au final, on a réalisé le projet. Donc nous étions plusieurs associés dans ce projet, dont trois jeunes agriculteurs, donc Bruno, Céline et moi. Rapidement s'est posé effectivement la question d'aller dans cette aventure avec les copains et sur l'installation et finalement partir dans cette logique très proche de la production ou rester sur le projet plus global à Marmande. Et j'ai fait ce choix-là. Tout en... alors on verra dans la suite que ça a eu des incidences puisque j'étais sur des fonctions commerciales au début et les serres qui se construisaient, les premières tomates, donc nos tomates qui étaient sur le marché aussi, donc dans une entreprise à Perpignan, une SICA à l'époque, SICA Agri-Sud, qui était dans le réseau Rougeline, mais avec son organisation et moi-même frustré de ne pas pouvoir vendre les produits de nos exploitations. Et ça a été un élément, nous étions jeunes, et Bruno installé à Perpignan, mais une de nos ambitions a été rapidement de dire ça ne pourra pas rester comme ça, il faudra qu'on fasse des choses ensemble et qu'on se retrouve sur... Et donc, l'histoire a fait que nous nous sommes largement retrouvés avec le temps. Parce que Rougeline était seulement une marque. Oui, alors pour l'histoire de Rougeline, donc la création de la marque Rougeline date de 1990. Donc une création pure et simple qui est une SA qui propose cette marque en réseau à des acteurs commerciaux. Oui, voilà. Agri-Sud et Solprime étaient des acteurs membres de ce réseau et l'essentiel était ensuite des structures commerciales du bassin provençal. Voilà. Et
Donc dans l'histoire de l'entreprise, voilà, c'était une formidable idée. Le réseau, c'est une idée encore aujourd'hui extrêmement moderne, sauf que appliquée à notre configuration du moment, le réseau a trouvé un peu ses limites. Donc les premières étaient commerciales au final, puisque ce réseau d'entreprises utilisant la même marque, mais se trouvant finalement sur les mêmes marchés, et une période dans les années 90 où le marché changeait fortement, avec une concentration assez forte des acteurs de la distribution, les centrales d'achat, et quelque part nous étions concurrents vers les mêmes clients, et on a au bout d'un moment touché les limites de tout ça. Mais il fallait en passer par là. Mais ça a été déterminant dans la construction, cette capacité à travailler ensemble tout en étant concurrents mais amis, et en partageant en tout cas les enjeux techniques de manière très ouverte. Ça a été très bénéfique pour les producteurs marmandais qui étaient les derniers rentrés dans le réseau et qui étaient en difficulté. Et cette connexion avec des séristes plus anciens et qui avaient une autre expérience aussi a été, je crois, extrêmement bénéfique. Et ça a été extrêmement bénéfique aussi dans la construction même du groupe qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, je dirais que les années 2000 ont permis, et pour ça on a eu à plusieurs, mais une implication extrêmement forte pour transformer le réseau en une entreprise. Et ça nous a occupé pendant quelques années. Oui. Et capacité en tout cas à mobiliser des énergies, à fédérer les hommes autour d'un projet et d'un projet collectif, et finalement de transférer aussi le centre de gravité de Rougeline, qui était très provençal, à Marmande, puisque le siège de l'entreprise a été positionné à Marmande, alors que chez le petit dernier. Chez le petit dernier. Ouais. Voilà, c'était un petit. Et donc tu as succédé à André Bielmas, donc qui t'avait fait venir, et dans quelles conditions, et quelles ont été tes prises de fonction? André effectivement était, bien sûr, était déterminant pour moi, puisque voilà, quand on est jeune étudiant, quand on débarque là au milieu, il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait à peu près rien faire et qu'on n'y connaît à peu près rien. André, à l'époque j'étais stagiaire, j'ai fait 8 mois de stage dans l'entreprise avant de l'intégrer pleinement, et j'ai eu la chance que finalement André m'ouvre tout et me dise non mais t'inquiète pas, voilà, il y a tant à faire, regarde et tu feras ce que tu veux après, mais regarde tout ce qu'il y a à faire et on verra. Donc avec un accompagnement réel, voilà, sur à la fois l'ouverture et sur l'envie de donner la chance, en tout cas me donner la chance de me donner une place dans le projet. Voilà, donc ça a été extrêmement riche, et je lui en suis encore extrêmement reconnaissant. Et après, la capacité aussi de par aussi ma sensibilité très agri, finalement très production, à être en lien fort avec les producteurs, et à partager les projets, et à construire les projets avec les producteurs, et en l'occurrence on était parfois dans des projets un peu de survie, dans certaines situations d'organisation de marché, on partait de loin, et donc j'ai assez vite compris en tout cas que le commerce serait quand même un élément déterminant pour tirer un peu les marrons du feu, et donc j'ai eu une implication assez forte sur le commerce. Après, implication forte dans le premier niveau de regroupement, avec les producteurs de Perpignan, donc ça c'est en 2001, et André a quitté l'entreprise pour son départ à la retraite en 2007. Et naturellement, voilà, m'a été proposé l'opportunité de prendre la suite d'André à la direction de l'entreprise. Voilà, ça faisait à peine 10 ans, effectivement, que j'y étais arrivé. Et ce rapprochement, cette proximité et cette implication auprès des producteurs est née à Marmande avant d'être véritablement la politique du groupe, où elle était déjà partagée? Non, elle est née à Marmande après. Je crois que dans l'acte fédérateur, en tout cas de l'expérience que nous avons vécue, la capacité à être dynamique dans le marché a été déterminant, et la capacité à être performante dans le marché a été déterminant. Et la lecture marché, la connexion entre une lecture marché qui était en pleine mutation et nos logiques agricoles, et voir comment tout ça pouvait trouver une place et une place plus sécuritaire,
Quelque part, c'est ça qui a été déterminant pour fédérer l'ensemble des groupes de production, y compris à l'époque les barons, quoi, qui étaient les barons provençaux, des grands noms qui étaient là. Baron. Ouais, avec beaucoup de respect. En disant ça, c'est pas des très très fortes personnalités, mais qui avaient prospéré dans une absolue indépendance. Exactement. Des indépendants qui jouaient collectif. Et quelque part, l'étape ultime du collectif, c'était de tous s'associer et dans une entreprise. Voilà, alors qu'il y en avait jusqu'à 12. Donc de 12 entreprises, on est passé à une entreprise. Justement, j'interviens, j'ai une question qui je mets à côté du micro pour que tu m'entendes. Tu dis que ça a pris quelques années quand même pour transformer le réseau en entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, à ton avis, il y a une recette? Tu as identifié quelque chose qui ferait que tu peux transformer un réseau en entreprise viable? Ou alors il y a une part de magie et tu sais pas bien ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Est-ce que tu vois, il y a quelque chose qui s'est schématisé, qui s'est dessiné ou pas vraiment là-dessus, sur ce transfert-là sur l'expérience, en tout cas, toute modestie gardée par rapport à celle-là, clairement, le marché, l'accès au marché reste déterminant. L'élément le plus fédérateur reste la capacité à être fort sur le marché. Et quelque part, c'est la construction de notre groupe et qui est très vrai aujourd'hui. Finalement, c'est pouvoir continuer dans une logique de réseau. La logique de réseau, elle est intéressante parce qu'elle laisse de l'initiative localement, elle laisse de la vitalité sur les territoires, elle laisse pour nous des coopératives qui sont réparties sur ce grand territoire du grand sud de la France. On est quand même, il y a des kilomètres entre nous tous, mais on a eu ce trait d'union. Et le mot est important, en fait, ça a été l'accès au marché et l'ambition aussi dans le marché. Et ça s'est traduit par la transformation d'une marque technique, Rougeline, en une marque conso, les paysans de Rougeline. Voilà. Et qui porte toutes les valeurs du groupe finalement. Mais c'est ça en fait, l'élément déterminant qui a permis de fédérer et de dire bon mais ok, on abandonne, parce que c'est ça, on abandonne notre commerce et on le met dans un pot commun. Et c'est quelqu'un à Marmande qui va s'en occuper pour nous tous. Qu'on partait de loin quand même. Mais c'est ça en fait. Ça correspond aussi à une période de mutation du marché dans les comportements de nos clients. Chose que vous avez senti, que vous avez accompagné. Mais il y a eu des mutations, des restructurations, des changements de ton très très différents. Très important à cette époque-là. Oui, mais on est passé d'un marché où une part des grossistes importantes à un marché où la grande distribution a pris vraiment le dessus sur la distribution des fruits et légumes. Et elle a commencé à se concentrer. Et à bâtir de vraies organisations pour être efficace, pour acheter. Donc en fait, moi l'idée de départ c'était de dire bon, ils sont en train, voilà le manège qu'ils sont en train de jouer, ils sont en train de s'organiser sur les centrales d'achat, concentrer effectivement leurs forces pour mieux acheter. Si nous ne nous organisons pas en centrale de vente, on va se faire laminer. Surtout dans des grands produits comme la tomate, où la concurrence est dure, voilà. Et donc le pari, ça a été celui-là. Comment, en fait, face aux centrales d'achat, on construit, en fait, quelque chose qui va ressembler à une centrale de vente sans le dire. Et en même temps, comment vous avez commencé à segmenter le produit pour vous identifier, pour dynamiser la consommation et vous rendre incontournable. Oui, alors après, incontournable, on ne l'est jamais complètement, mais par contre, on peut construire des choses qui vont renforcer ou créer un lien de dépendance. Moi, c'est ça qui m'intéresse en l'occurrence. C'est comment, en fait, on a besoin d'eux, mais ils ont besoin de nous. Et ça, dans la construction, ça passe par la capacité à être fort sur le marché, donc à concentrer des volumes et les maîtriser, à travailler sur une offre qui a de l'écoute conso, donc qui a de l'attente, qui répond à un besoin consommateur, et à traduire ça. Pour nous, en tout cas, ça a été dans une logique de segmentation. On est passé quasiment d'une monoproduction de tomates. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé, on vendait pour l'essentiel des tomates charnues en plateau 7 kilos. Ouais. C'était les bifs, les bifs tomato, c'était le gros segment. La grappe, on a commencé à produire des grappes, des cerises, et puis des variétés anciennes, etc. Mais en une quinzaine d'années, d'un presque mono-segment, on est passé à une 20-25 segments présents dans le rayon tous les jours, ou tous les jours de la production française.
Et quelque part, bien sûr que ça crée une forme de dépendance parce que des acteurs qui font ça aujourd'hui sur la complétude d'une gamme, il n'y en a pas beaucoup en France, il n'y en a pas beaucoup non plus en Europe. Des gens qui font un bout de l'offre, il y en a. Par contre, des gens qui font tout, il n'y en a pas tant que ça. Et quelque part, oui, ça crée une forme de lien et de dépendance voilà, par rapport à nos clients. Et ça a été évidemment un élément important dans notre propre développement. Et porté par la marque, quoi, avec le pari aussi de faire émerger une marque. Et on est encore dans ce chantier-là, qui est sûrement infini. Il est sans fin, oui. Voilà. Donc, les tomates, mais pas que les tomates. Donc, il y a eu, et vous avez accompagné très fortement ce développement important de la fraise. Il y a également des concombres dans le groupe, il y a d'autres produits. Il y a une offre large, une taille aujourd'hui, 90 000 tonnes, je crois, vous faites. Oui, mais le groupe aujourd'hui, c'est ça, c'est à peu près 200 familles de paysans, c'est 340 hectares de serres, voilà, une grande majorité qui sont des serres vitrées. C'est 3000 personnes qui travaillent tous les jours finalement dans l'ensemble de cet écosystème. C'est à peu près 90 000 tonnes de fruits et légumes produits annuellement. C'est voilà, un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires de fruits et légumes frais produits voilà, chez nous. Donc c'est le groupe, il est effectivement comme ça aujourd'hui. La tomate est effectivement un poids lourd. C'est intéressant, alors on ne fait jamais la course, c'est parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais malgré tout, en quelques années, on est devenu le premier producteur de tomates, le premier groupe de production de tomates en France. Ah oui, devant Savéole ? Devant les Bretons, qui avaient pris le leadership là, voilà, dans les années 2000-2010. Et les choses se sont inversées. Notre dynamique, elle est plutôt croissante quand les leurs sont plutôt stagnantes. Donc ça, c'est toujours aussi des indicateurs qui sont intéressants à observer, même si, quelque part, l'important pour moi était d'atteindre une taille critique pour bien exister sur notre marché, qui est essentiellement le marché français. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Après, être numéro 1 ou pas, quelque part, on s'en fout. Mais c'est le cas aussi pour la fraise. Voilà, cette production de fraises qui est assez éclatée. Voilà, se dire, voilà, il faut au moins qu'on fasse 4000 tonnes de fraises, ça c'était un objectif pour moi parce que voilà, ça permet d'exister différemment sur le marché que quand on en fait 1500. Donc quelque part, on a voilà, aussi œuvré pour développer cette filière-là assez largement. Et très tôt finalement sur le pari technique. Hein. Avec voilà, notre culture de sériste aussi et ce virage technique là qui s'est opéré dans les années 2000 finalement hein, et où on a été alors que finalement dans l'environnement beaucoup des structures majeures voyaient leur production diminuer fortement et ben nous on partait de loin mais on a fait la courbe inverse et pour le coup les choses se sont complètement inversées en 10 et peut-être en partant de loin, n'est-ce pas, dans la difficulté qu'on forge les meilleures valeurs. Moi j'ai toujours tendance à dire voilà enfin, quand on a le ventre moins plein que les autres, c'est là qu'on est quand même les meilleurs. Donc moi j'essaie de faire en sorte qu'on n'ait jamais le ventre plein. Voilà. Parce que si on commence à s'endormir parce qu'on a le ventre plein, souvent c'est le début de la fin. Donc, on l'a vu souvent en agricole et en tout secteur de l'économie d'ailleurs, on l'a vu souvent. Ouais. C'est ça. Donc oui, on partait de loin. Et on a toujours en tout cas de l'ambition pour développer cette agriculture et trouver notre place dans le marché. Donc ça c'est chevillé au corps, je crois, dans notre culture. Et on travaille toujours sur nos projections moyen terme en essayant de mettre les choses dans l'ordre. Dans ton groupe, donc qui était historiquement des séries de tomates, avec une certaine technicité. Souvent, moi, j'ai souvent tendance à dire, vous avez des questions complexes, des choses qui vous tracassent. Regardez, pour l'avenir, regardez ce que font les mecs de la tomate. C'est le métier le plus technique, le plus concurrentiel, le plus compétitif, avec les gens du meilleur niveau. Et le développement de la fraise s'est fait plutôt dans de bonnes conditions techniques. Aujourd'hui, on a un produit qui frôle l'excellence. Et tu crois que ce vivier technique et de technicité des séries, ça vous a aidé dans ça ? Assurément. Déjà sur la bonne vibration par rapport à l'outil.
Voilà, puisque l'évolution technique dans la fraise est passée d'une production finalement traditionnelle en pleine terre, abritée, plus ou moins, des abris plus ou moins sophistiqués, souvent pas très sophistiqués, à une technique hors sol et avec des outils qui parfois étaient des serres vitrées, voilà, des outils plutôt sophistiqués. Comme la tomate à 35 ans. Exactement. Nous avions cette expérience-là de conversion. Et une connaissance en tout cas de l'outil et de la technique hors sol. Et d'ailleurs, une partie de notre développement au début s'est fait par des producteurs de tomates qui ont basculé sur les fraises. Ouais. Donc qui ont converti finalement l'utilisation de l'outil qui était bien sûr valide, et c'est toujours très important d'ailleurs, et encore aujourd'hui quand on construit une serre, c'est de se dire attends, je ne sais pas si on fera toujours des tomates, des concombres ou des fraises dedans, par contre il faut que l'outil soit adaptable, prévoyons qu'on y fera peut-être autre chose dedans, et donc donnons-nous en tout cas à ce jour le maximum de garantie pour avoir de la polyvalence dans les outils. Donc ces leaders techniques ont été importants, ils sont toujours en place. Toujours. Et ils sont toujours importants. Oui, et après c'est l'animation qu'on en fait aussi, donc c'est l'investissement dans la technique, parce que j'ai beaucoup parlé de l'enjeu du marché, de l'enjeu commercial qui est effectivement déterminant, mais l'enjeu de production, l'enjeu de la maîtrise technique, il est bien sûr fondamental. Et là aussi, la logique de réseau, la logique de collectif, la logique du faire ensemble, pour éviter les erreurs ou pour prendre les bonnes pratiques, ça a un sens aussi dans la technique. Et donc notre première ressource, c'est les 200 paysans. C'est la première ressource du groupe, c'est ça. C'est parce qu'il y en a toujours un qui est passé par un chemin que l'autre n'avait pas pris. Et quand on sait partager ça en confiance, mon Dieu, qu'est-ce que c'est efficace. Mon Dieu, sûrement. Alors, tu n'es pas ou peu agriculteur, bien que je t'ai entendu dire « Ah, mais je n'y suis pas loin et peut-être j'y reviendrai ». Et pourtant, tu es très investi, quasi militant de la cause paysanne, avec ce que tu mets derrière ce terme, et très, très engagé et reconnu pour ton engagement et crédible. Donc tu es une voix qui compte. Cet engagement et tous les engagements que tu as pris, les chemins que tu as ouverts, tu nous en dis quelques mots, le collectif Nouveau Champ et ton travail au sein des divers organismes, notamment de filière. Alors oui, tu l'as dit, mais c'est vrai, j'aurais pu être paysan, faire vraiment mon métier, parce que c'est un métier que j'aime déjà, donc c'est important. Donc la dimension passionnelle autour de ça, je pense l'avoir. Les choix ont été un peu différents et la trajectoire ensuite a été un peu différente. Voilà, je n'exclus pas, comme tu le précises, de revenir sur quelque chose, mais c'est à maturer. Après, j'aime ce milieu, c'est mon milieu. Voilà, je me rappelle, mon enfance en tout cas était comme ça. Quand je te disais que jusqu'à 7 ans, j'ai grandi au milieu des fraises et des pêchers, des fraisiers et des pêchers, mais c'était aussi en rentrant de l'école, traverser la cour, aller avec les Marocains qui récoltaient les fraises, passer ma fin de soirée avec eux parce que c'était ma vie, quoi. Parce que voilà, me mettre à quatre pattes pour ramasser les fraises, c'était comme ça. Mon père exploitait en double activité l'exploitation de mon grand-père où on avait des arbres. Mais, le 14 juillet on ramassait des pêches et le 15 août on ramassait les poires. Enfin, c'était comme ça. Voilà, donc quelque part, c'est cette vie-là, bien sûr, je la connais. Voilà, des choix ont été différents, mais par contre, la motivation qui est la mienne reste toujours de me battre pour, en tout cas, la cause agricole dans son ensemble. Et cette idée, en tout cas, que ce métier est un beau métier et qu'il mérite qu'on s'en occupe vraiment, et que, en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas à la place à laquelle il devrait être. Donc voilà, donc ça c'est bien sûr une motivation importante pour moi et qui guide d'ailleurs beaucoup
l'énergie que je mets pour mener un certain nombre de combats. Alors les combats, voilà, on évoquait la place du paysan dans la société, mais c'est bien, c'est des mots. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la valeur, la juste rémunération pour se développer, c'est la base des choses. Donc œuvrer pour ça, et c'est un combat. Le travail ensemble collectif, et alors ça l'est peut-être un peu moins, mais ça l'a été beaucoup, voilà, pour montrer qu'ensemble on est quand même plus fort pour un certain nombre de sujets, et puis toujours se battre pour développer la production. Et ça, c'est voilà, et trouver les bons modèles dans des contextes qui sont pour autant extrêmement mouvants, et où notre place est parfois chahutée, et toujours cette souffrance de voir que celui qui produit le plus est le moins considéré par la société. C'est ce qui est sûrement une aberration quand il s'agit d'évoquer les questions de souveraineté, par exemple. Bien sûr qu'il faut produire, et le mot produire doit être au cœur de l'ensemble de nos dispositifs et de nos réflexions. Alors produire, je dis toujours ça, mais c'est produire tout en protégeant les écosystèmes. Alors l'écosystème humain, nous-mêmes, les consommateurs, l'environnement et nos finances. En équilibre. En équilibre. Et ça, c'est pour moi ce qui est déterminant. Alors que tout paraît concurrent de tout. Et bien sûr, mais non. Et trouver justement des modèles justes sur ce plan-là, ça c'est un combat permanent. Alors il y a des choses qui dépendent de nous et on essaie de mettre le maximum, et puis il y a des choses qu'on subit un peu et sur lesquelles, malgré tout, porter une voix, c'est déjà se faire un peu entendre, et on a besoin d'en porter plus. Très bien. Et sur les... Tu parles beaucoup de la juste rémunération, qui est effectivement une rémunération suffisante, en tout cas du travail, qui permette la régénération des entreprises, l'investissement, le progrès. C'est une chose, mais tu as l'impression que dans votre groupe donne autre chose que simplement une rémunération du travail, en termes de dynamique humaine, de progrès humain, parler de l'image agriculture, de dignité, peut-être dignité retrouvée. Souvent les agriculteurs mènent des combats sans toujours y mettre de nom dessus d'ailleurs, des combats de cet ordre-là pour retrouver une place dans la société. Et vous avez une fonction sur ça? Alors oui, pour nous, la clé reste bien sûr la valeur des productions. Oui. Voilà, parce que encore une fois, si ce moteur-là, c'est l'eau qui fait tourner le moulin. Voilà, n'est pas là, c'est compliqué d'avancer. Dans l'ensemble, si on regarde sur la trajectoire sur les dernières années, des années difficiles il y en a, mais globalement, nos modèles ont montré une vraie forme de résilience quand même. Et quand je faisais encore le bilan il n'y a pas très longtemps des 5 dernières années, pour autant très agités, on les a plutôt passés de manière très satisfaisante sur nos filières. On a plutôt amélioré les conditions générales de l'ensemble des producteurs du groupe, parfois de manière très significative. Et quand on a ça, alors on peut travailler tout ce qu'il y a autour. Et ce que tu évoques, qui pour nous s'appuie sur notamment l'identité paysanne rougeline, le travail de fond qu'on fait sur la marque entreprise, sur une démarche plus RSE finalement, qui valorise en fait à la fois l'ensemble des engagements et qui met aussi le paysan au centre de notre organisation. Voilà. Et la fierté finalement d'être paysan de Rougeline, de porter les combats tous ensemble et d'exister en tout cas à travers cette marque qui est la nôtre. Encore une fois, c'est une marque de paysans, c'est pas pour rien si on s'appelle les paysans de Rougeline. Et oui, ce n'est pas rien, c'est pas pour rien s'il y a nos cabines sur les barquettes, voilà, tout ça ça fait partie de l'identité. Et on se construit très fortement autour de l'identité. Sur une enquête auprès de nos producteurs, je crois le sentiment de fierté, d'appartenance est très fort, 96%. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr, on reçoit ça quand on essaie de l'animer, évidemment positivement, et ça nous encourage toujours à aller plus fort, plus loin dans finalement la famille des paysans de Rougeline, pas laisser les mecs sur le côté, toujours travailler ensemble pour développer, que chacun se développe avec ses projets, sa dynamique entrepreneuriale qui chez nous est très forte et qui n'est pas contrainte. Voilà, donc ça c'est aussi un point important. Donc laisser beaucoup d'initiatives tout en se retrouvant sur ce qu'on a décidé de faire ensemble. Voilà.
Et sur l'essentiel, ce qui est essentiel. et sur l'essentiel. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, quand on a parlé des difficultés qui souvent faisaient naître le progrès, la prospérité à l'opposé peut entraîner un certain embourgeoisement. Oui. Donc il n'y a pas que des paysans qui vont mal en France, il y a aussi des entreprises agricoles normalement prospères avec des familles qui vivent bien de leur travail. Et donc tu as toujours à lutter contre cet embourgeoisement. Et, Oui, mais moi, est-ce que tu le pressens parfois ou Oui, alors, parfois même on peut en rigoler parfois gentiment, hein, mettre quelques pièces pour alimenter la machine. Donc ça fait partie des. Mais bon, moi on sait par-dessus tout que les situations restent toujours fragiles et les derniers événements nous montrent que en 5 minutes tout peut changer, quoi. Et donc ça nous rappelle, en tout cas, ça nous renvoie à beaucoup d'humilité. Et je crois que c'est vrai pour le monde agricole en général. Voilà, cet univers, cette activité agricole nous renvoie à beaucoup d'humilité et donc nous amène à être en veille permanente et à être agile et avec une capacité de remise en question forte. Et ça, on doit être animé de ça. Donc même quand on a l'impression que ça va bien, eh bien, voilà, faisons particulièrement attention. Toujours. Nous parlons d'entreprise. Bon, on se connaît quand même depuis longtemps. On a vécu d'autres temps très idéologisés entre ce qu'on appelait la coopération, le privé. Je ne sais pas ce qu'est effectivement le privé, parce que toutes les entreprises sont de droit privé, aucune n'est de droit public. Mais sûrement entre une époque de forts conflits idéologiques qui étaient là, entre une certaine coopération et des entreprises qui étaient des entreprises de négoce, des expéditeurs. Et ce secteur s'est bousculé en même temps que nos débats sont beaucoup plus apaisés, sûrement heureusement. Je pensais l'autre jour, dans notre organisation, inviter un directeur de coopérative à prendre la parole comme ça, il y a 35 ans, ça aurait été quasi une déclaration de guerre, où ça aurait engendré des polémiques dans le milieu agricole. Donc tout ça est bien passé, et heureusement. Tu te souviens de ces temps-là, tu les as vécus. Quelle est ton analyse sur ce phénomène? Alors oui, j'ai vécu, notamment au début de l'histoire, hein, finalement, où il y avait une forme de rivalité. Et puis, honnêtement, moi je considère que c'est quand même de notre temps. Voilà, à la fois, pour deux raisons, hein, à la fois parce que les choses sont plus comme ça aujourd'hui, et aussi parce que c'est pas le statut juridique qui fait la pertinence ou la performance. Donc on peut être une très bonne coopérative comme une très mauvaise coopérative, on peut être un très bon acteur du négoce comme un très mauvais, et voilà, donc après c'est quel indicateur on met derrière tout ça. Mais quand on regarde en tout cas les trajectoires, on s'aperçoit que les modèles de négoce ont été plutôt en souffrance, notamment ici en Lot-et-Garonne, hein, par rapport à ce qui existait il y a 30 ans et ce qui existe aujourd'hui. Ça a quand même beaucoup changé. En Provence aussi. En Provence aussi, bien sûr. C'est vrai à peu près partout. Ceux qui ont su tirer leur épingle du jeu sont ceux qui ont eu des attitudes qui les ont ramenés proches de l'agriculture. Voilà, et donc ils font des coopératives, enfin, le travail d'une coopérative qui normalement fait son travail sans le statut. Et à mon avis, le statut coopératif, il est quand même génial quand on en fait ce pourquoi c'est fait, quoi. Voilà, c'est tout. Donc cette opposition, voilà, encore une fois, pour moi, elle est, voilà, par principe, voilà, je n'oppose pas les modèles, quels qu'ils soient. Plus personne ne le fait, désormais. Plus personne ne le fait, je crois. L'important, c'est la motivation que chacun a dans son modèle. Et je pense que pour partie, les motivations... Et la pertinence du modèle. Voilà. Et il y a des choses qui se recoupent assez largement sur l'enjeu de développer de la production, d'avoir sa place dans le marché. Voilà. Bon, donc ça, et quel que soit le statut qui porte l'action, quelque part, voilà, moi ça me perturbe pas plus que ça. Après, notre groupe est un groupe coopératif. Alors tu l'as dit aussi tout à l'heure, hein, avec des cultures d'indépendants très fortes. Donc on est des modes coopératifs un peu particuliers quand même. Mais par contre, on a bien compris l'utilité du modèle.
Donc ça, on sait bien l'utiliser. Mais après, on a ces logiques de petites coopératives, de maillage de territoire sur le rôle de la coopérative, qui est celui-là, des coopératives à taille humaine, qui ont de l'initiative, et avec ensuite une union de coopératives qui est Rougeline, qui permet de rassembler la famille et de gérer tout ce qui est en fait le pot commun pour tous, quoi. Et avec cette performance-là, c'est d'arriver à garder de l'efficacité par la mutualisation, par la concentration, pour que ça coûte pas cher aux producteurs, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et tout ce qu'on fait, globalement, ça coûte pas cher aux producteurs. On est des schémas les moins coûteux dans la réalité, avec beaucoup plus d'actions que la moyenne des acteurs. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Et tout en gardant beaucoup d'agilité. Faire beaucoup avec peu, c'est quand même un objectif Ben oui. de l'agricole. Eh bien oui. Donc voilà, donc en ce sens, je crois que agilité collectif, ça c'est quand même voilà ce qui nous anime, et la coopération, le modèle coopératif peut tout à fait s'exprimer autour de ces idées-là. Et voilà. Et participer d'ailleurs à des démarches collectives quand on s'occupe, quand on réfléchit au marché de la fraise, Bien sûr. quand on organise les synergies, tout ce qui est fait dans ce sens-là, et qui est bien réussi d'ailleurs. Bien sûr. Donc voilà, bon, le temps est passé, ces clivages, je crois, sont derrière nous, et c'est tant mieux. Et en tout cas pour nos convictions, voilà, plutôt l'idée que tous les changements auxquels nous devons faire face trouvent souvent de meilleures réponses par le collectif, quel que soit le collectif. Quel que soit le type de Voilà. collectif. Nous avons souvent échangé sur l'avenir, partagé des idées, imaginé des schémas. Comment vois-tu l'évolution de ton métier, du secteur, de ton entreprise? Comment le vois-tu? Comment l'espères-tu? Oui, alors, c'est toujours difficile de se projeter sur une question large comme ça, mais bien sûr, alors pour l'expression du métier, enfin, moi ma préoccupation c'est déjà de bien le faire. Ma seule préoccupation, c'est de bien le faire. Bien faire son métier. Bien faire mon métier, ça c'est ma préoccupation. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, c'est dans une cause, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais dans une cause qui est bien plus grande que simplement bien faire son métier. C'est au service de quoi? La question que tu soulèves, qui est une question de perspective finalement pour l'agriculture, et pour moi se résume à cette question, c'est quels agriculteurs pour quelle agriculture? Oui, plus précisément c'est ça. C'est ça la question qui est devant nous. Et là le chantier est vaste, et je dis souvent on a besoin dans l'agriculture de reconquérir les cœurs et les esprits. Oui, on a besoin de reconquérir le cœur des citoyens, au-delà des consommateurs, le cœur des citoyens, les esprits, pour simplement que l'agriculture trouve la place qu'elle doit représenter dans la société, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas aujourd'hui. La dimension stratégique de l'agriculture est assez largement minimisée. Donc, bon, voilà, alors quand on se projette effectivement pour l'avenir, on est quand même dans un contexte un peu particulier, contexte international qui est pour le moins perturbé, un peu cette ambiance de la loi du plus fort quand même, donc on change un peu d'air sur ce plan-là. On voit que l'Europe a besoin d'agir, et l'agriculture, on sait à quel point voilà, un certain nombre de sujets sont des sujets qui sont des sujets à minima européens. L'Europe est au pied du mur aujourd'hui et va devoir très clairement muscler son jeu pour exister, tout secteur confondu, mais aussi pour l'agriculture, et la France aussi. Et la France, au milieu de tout ça, elle doit être capable d'affirmer quelques positions. Il y a eu aussi l'effet Covid où on s'est dit tout a changé, le monde d'après ressemblait vachement au monde d'avant. Oui, ben voilà, après, tout ça est derrière nous maintenant, et on est revenu dans une forme de réalité par rapport à tout ça. Et donc la question des modèles, parce que c'est le ça dont il s'agit, le modèle agricole. Moi, il me semble qu'on ne sera pas demain dans un modèle unique d'agriculture, mais plutôt dans une mosaïque de modèles. Et la France sera une mosaïque de modèles. Donc, ce qui demande effectivement à chacun d'être au clair sur comment on peut le faire et les solutions qu'on y trouve, mais beaucoup de flexibilité. Mais cette mosaïque de modèles, elle doit s'orchestrer quand même par une vision
une vision collective et une vision de l'agriculture française. À ce jour, j'ai entendu personne parler de ces sujets-là et personne affirmer des choses. Il y en aurait pour le coup extrêmement besoin. Bien sûr que cette agriculture, voilà, qui est une agriculture responsable, voilà, on y reviendra, mais elle suppose aussi une forme de responsabilité différente des citoyens consommateurs. Et aujourd'hui, finalement, le fossé, il s'est plutôt creusé sur ce plan-là. Et c'est une question très stratégique dans ce lien agriculture, alimentation, alimentation saine, alimentation qui protège. Mais si on ne protège pas les paysans, l'alimentation protégera de rien du tout. Et en ne faisant pas que le repas dimanche. Et ça, c'est dans la question du modèle. On ne peut pas être condamné qu'à faire l'alimentation pour le repas dominical. Et encore, nous, dans notre organisation, sur la tomate, c'est le premier légume consommé du rayon. On ne peut pas en consommer qu'une fois par semaine quand on est en famille. Donc ça nous demande aussi à inventer aussi, à ajuster en tout cas les modèles. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a quelques piliers qui sont fondamentaux dans ce que sera ou en tout cas qui sont des chantiers à ouvrir pour l'avenir. Première chose, c'est cette idée de diversité de modèles, mosaïque de modèles. Donc ça, là, il y a un gros chantier pour l'agriculture française. La deuxième chose, c'est la durabilité des modèles. Durabilité au sens environnemental, mais au sens aussi économique. On est confronté à une problématique de génération. On le sait, une majorité d'exploitants va, dans les 10 ans qui viennent, céder ou en tout cas arrêter son activité. Donc il y a une question de transmissibilité. Et ça, c'est quand même au cœur du développement. Il faut les hommes, il faut les hommes. Il y a une question de risque en fait et peut-être de comment on arrive à dérisquer l'agriculture. Et nous, dans nos modèles, on sait à quel point c'est lourd. Un hectare de serre, presque 2 millions d'euros aujourd'hui. Comment on arrive justement à trouver des modèles qui permettent de financer cette agriculture et en dérisquant les choses. Donc là, on a un chantier qui reste important. Et au final, s'il n'y a pas de rentabilité à l'agriculture, tout ce qu'on dit avant ne se passera pas. Oui. Donc en fait, les chantiers, ils sont, à mon sens, autour de ces mots-clés. Et avec toujours cette perspective, ce lien fort entre l'agriculture et l'alimentation et l'idée que l'agriculture n'est pas que l'affaire des paysans, même s'ils ont un rôle important bien sûr à jouer, mais c'est l'affaire quand même de tous et d'un modèle global qui est un peu plus, qui est un modèle de société. Pour l'instant, en tout cas, on a un peu de mal à aller dans ces niveaux de discussion et en tout cas les grands visionnaires de l'agriculture sont pour moi plutôt absents aujourd'hui. Oui, ça fait quand même longtemps qu'on cherche, qu'on travaille sur ces sujets-là. Il y a eu un grand modèle de développement et des choses qui paraissaient certaines dans une période de stabilité et de croissance il y a 40 ans. Depuis 20 ans, on est tout le temps en proie à ce doute assez récurrent. Le contexte. Quel conseil donnerais-tu à un jeune gars qui veut s'installer, qui pense à l'agriculture, un dirigeant d'une entreprise, parce que nous parlons d'entreprise clairement, et ce n'est pas un gros mot, quel conseil, que lui dirais-tu d'essentiel? Après, les conseils, encore une fois, il faut rester à sa place aussi, mais de manière un peu générique. Il me semble que, en tout cas, je lui dirais vraiment de creuser son sillon, de cultiver sa spécificité, d'être fidèle à ses convictions. Et voilà, on en a besoin. On a besoin de gens qui ont des convictions. Je lui dirais sûrement de s'engager, de ne pas avoir peur de s'engager et d'être authentique dans son rapport aux autres. Voilà, parce que ça, c'est souvent déterminant dans notre univers, mais pour moi, dans tous. S'engager dans son entreprise, bien sûr, dans la prise de risque, mais s'engager dans nos organisations, dans l'aval de son produit, dans le débat. Oui, c'est ça. Tout entrepreneur, tout leader qu'il soit, on ne peut pas faire les choses tout seul. Le travail en équipe reste déterminant, quelle que soit la dimension de l'équipe, interne, externe, par rapport à des sujets qui dépassent le cadre pur de l'entreprise. Alors,
quelque part, ouais, cette ouverture aux autres, elle est à mon sens fondamentale. Et en ayant peut-être conscience aussi que peut-être le plus grand danger du leader, de l'entrepreneur, c'est d'être entouré de gens qui disent toujours oui. Ça, c'est le plus grand danger. Donc, c'est aller chercher la contradiction, c'est se confronter pour grandir, pour progresser. Et ça, je pense qu'il faut y être vigilant. Voilà, c'est tellement... Ça, c'est rugby, la confrontation. Mais oui, mais il faut se c'est frotter. pas que des gens qui te disent ben ouais, t'as raison. T'as raison. Ouais, vas-y, fonce, t'as raison. Parce que ça, en fait, ça t'envoie souvent dans le mur. Donc, c'est justement dans cette confrontation que tu peux grandir et que encore une fois, tu évoques voilà, peut-être ce jeune dirigeant ou ce dirigeant qui pourrait être en proie de doute, comme tu le dis, par rapport au contexte. Oui, mais pour moi, le doute, c'est ce démon bienveillant, tu sais, c'est un peu ça. Quelque part, ben oui, je doute, ben si je doute, je pense. Si je pense, il y a de grandes chances que j'arrive à me poser quelques convictions, et donc je vais passer à l'action. Donc, quelque part, le doute, pour moi, c'est un vrai moteur. Donc, heureusement qu'on doute. Si on doutait de rien, on serait nul, quoi. Vive voilà, le doute. Donc, mais oui, je crois vraiment que voilà, le doute, il faut Quelqu'un s'emparer du doute. d'intéressant dit que c'est la meilleure des choses dans la mesure où il reste dans des proportions raisonnables. Raisonnable. Mais qui ça ne sont dépend pas de nous. destructrices. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous uniquement. Voilà. Voilà. Et après, comme ça, je dirais vraiment à ce dirigeant ou à cet entrant, en tout cas dans l'agriculture ou autre, je lui dirais dans tous les cas d'avoir la niaque. Tu vois, d'avoir la niaque. Et la niaque, pour moi, elle est vraiment basée sur deux choses. C'est à la fois la passion et la persévérance. Oui. Voilà. Quand on est passionné, quand on est persévérant, putain, qu'est-ce qu'on a la niaque, quoi. Agir et durer. Et oui. Et ça, je crois qu'on a besoin de gens qui ont la niaque. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait référence à... Je cite souvent Kennedy qui a dit ça. Voilà, quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Et oui. Et pour avancer, effectivement, il faut s'endurcir. Oui. Il faut s'endurcir. Donc, le meilleur conseil, c'est de trouver les clés pour s'endurcir soi-même. Parce que, ce chemin de l'entrepreneuriat, il est dur. Et il faut se construire sa carapace. Moi, je dis, prendre toujours cette symbolique-là, se construire ses boucliers. Moi, j'ai peur de rien quand j'ai mon bouclier. Sauf que mon bouclier, j'ai passé déjà 30 ans à me le construire. Et j'ai l'intention de passer encore un peu de temps à me le construire. Parce que quand tu as ton bouclier, tu peux prendre des coups, il n'y a pas de problème. Par contre, le mec qui va venir me décapiter, il va falloir qu'il soit quand même costaud, qu'il soit aussi solide. Parce que je me suis endurci. Et ça, cette construction vers l'endurcissement, ça, c'est extrêmement important, je crois. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vulnérable, bien entendu, et qu'on n'a pas sa sensibilité. Mais on a il faut conscience du risque. Protéger. Et confiance en soi pour y faire face. Exactement. Très bien, très bien. Tu es un autre sujet. Tu es présent très régulièrement à nos rencontres de paysans entreprendre, notre groupe de progrès qui ambitionne d'être centre de ressources. Alors que je connais ton entreprise depuis longtemps et assez bien. Elle fait tout ça déjà, tout ce qu'on fait. Je me dis, Gilles vient à nos rencontres, mais il sait tout ça, il apprend rien. Pourquoi est-il là? Alors, la première chose, c'est qu'on n'apprend jamais rien. Donc, on apprend toujours. Et voilà, toutes les expériences auxquelles je participe, souvent j'y suis parce que j'y apprends des choses. Celle-là en fait partie. Donc, l'initiative, déjà, l'initiative me plaît. Déjà, dans l'imagination même que tu as toi-même portée et tu l'incarnes parfaitement. Donc, effectivement, c'est une expérience un peu particulière, un peu différente parce qu'en fait, c'est pour nous, groupe plutôt organisé où on a des liens très forts avec les producteurs. Il y a des questions qui sont posées là. Pour partie d'entre elles, on a l'impression qu'on se les est posées il y a déjà 10 ans et que finalement, on a tout un tas de clés de réponse pour tout ça. Donc là, le sentiment que j'ai, c'est qu'on a beaucoup de producteurs qui sont un peu isolés. Et qui sont en demande effectivement de collectifs pour le coup, on y revient,
Et c'est une initiative en tout cas qui peut permettre justement de rassembler la famille, indépendamment d'une entité économique. Et ça a son importance. Et après, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, c'est rencontrer des paysans. J'aime les paysans, donc j'aime les rencontrer, j'aime me confronter. J'aime, bon, il y a des fois des gens qui m'aiment pas ou qui c'est pas grave, mais en tout cas, on peut en parler. Et le fait de se connaître, c'est aussi ce qui permet de s'apprécier éventuellement et donc de faire des choses. Donc voilà, oui, c'est ce qui me plaît. Et encore une fois, je crois qu'on tire toujours parti de l'expérience quand on y donne le cœur qu'il faut. Voilà, donc c'est l'état d'esprit que j'essaie d'avoir quand j'arrive, souvent un peu en retard, mais c'est en tout cas. Guerre. Ouais, c'est un peu notre truc, se connaître, se rencontrer pour se connaître pour s'apprécier pour peut-être collaborer. Oui, bien sûr, et la famille agricole est pour le coup large, et bien sûr, des passerelles qui se créent, et il n'est pas rare derrière nos soirées que voilà, il y ait un coup de téléphone ou deux, tiens, j'aimerais partager cette expérience-là avec toi. Ça, c'est pas fait dans le cadre de la soirée, mais voilà, et c'est très bien, et ça sert aussi à ça, et chacun se nourrit de ça, et c'est l'esprit, je crois. On a quelques expériences en ce sens-là. Dans quelle mesure, c'est ce que tu fais avec Rougeline, à savoir créer cette connexion humaine, tu parles d'un réseau, est-ce que c'est une communauté? Est-ce que les 200 adhérents sont en communion? Est-ce qu'ils se connaissent vraiment? Est-ce que vous mangez ensemble? Est-ce que vous vous rassemblez de manière fréquente? Tu vois, est-ce que tu l'abordes un peu de cette manière-là, de ce point de vue-là, très humain quelque part, très... Oui, alors bien sûr, hein, donc tu as raison de le souligner parce que alors, on a une vie très riche au sein des coopératives, donc sur des logiques territoriales, mais le groupe c'est 6 coopératives, hein, donc on crée de nombreuses finalement occasions de nous rencontrer. Alors au-delà de quelques grandes messes, journée Rougeline où on rassemble la famille, voilà, sur voilà, un coup d'un côté, un coup de l'autre, donc ça on a l'habitude de faire ça, mais c'est aussi beaucoup de ce qu'on appelle les commissions mixtes en fait, ou sur des thématiques, alors techniques, marché, où en fait on a des gens de partout qui travaillent sur un sujet. Donc en fait on fait travailler les gens ensemble. Là on est en train de réécrire notre projet d'entreprise. Donc bon, on travaille sur des cycles de 5 ans, mais en fait on pose des thématiques et vient qui veut sur des journées, alors avec peut-être un intervenant qui vient éclairer pendant 1 heure, dire bon voilà le contexte sur le marché, l'innovation, l'agriculture, voilà ce qui se passe, et nous on travaille une journée derrière ça. Et avec voilà, des producteurs qui sont de Provence, du Sud-Ouest, des Catalans, voilà, qui ont une appétence pour telle thématique et qui viennent alimenter la construction même de notre projet. Et s'alimenter eux-mêmes. Parce que tout ça, finalement, bon, et après, bien sûr, aujourd'hui, les outils numériques nous aident aussi, bien sûr, à faciliter les échanges et à créer la communauté aussi à travers des échanges qui sont plutôt digitaux. Donc oui, la vitalité, elle passe par la vie, par la relation, par le faire ensemble et le vivre ensemble, hein, très clairement. Les 200 membres, ils se connaissent. Se connaissent, oui. Et moi, je connais tous les producteurs. C'est aussi ça, hein. Donc, alors, pratiquement on pourrait être allé aussi chez chacun d'entre eux et encore hier midi un nouveau producteur voilà, qui est plutôt dans le Bergeracois, il venait visiter ici, j'ai appelé un producteur à Razimé, j'ai dit tiens, il y a Guillaume qui vient, est-ce qu'on peut manger ensemble? Comme ça, hop, voilà, c'est l'occasion, parce que c'est important pour moi en tout cas, voilà, de ressentir ça avec l'ensemble des producteurs. D'où l'intérêt peut-être d'en avoir 200 et pas 3000. Ouais. Exactement. Ok, ça fait sens. Ouais. On essaie en tout cas de faire comme ça. Hein, voilà. C'est quelque chose d'ailleurs que tu limites volontairement, c'est ta cette volonté de garder un noyau assez restreint, donc cette proximité, ou alors ça se fait comme ça? Ça se fait comme ça, et même si on a de la croissance aussi, mais quelque part, pour nous en tout cas, c'est toujours une taille. Il faut qu'on reste dans des échelles qui sont des tailles humaines, et ça c'est le rôle malgré tout des coopératives, de nos coopératives, hein, donc d'avoir de la proximité, de maintenir la proximité sur le territoire et de maintenir la vitalité avec les producteurs. Donc c'est aussi pour ça que notre modèle en fait il a été extrêmement pertinent dans sa capacité d'accueil.
Parce que nous, accueillir un groupe déjà organisé, qui est notre croissance, on l'a bâti aussi comme ça, au-delà des acteurs du départ de Rougeline. Hein. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints, des coopératives qui nous ont rejoints, qui étaient toutes seules. Mais en fait, nous, on sait accueillir. On sait accueillir sans leur péter tout le fonctionnement. Vous Ils ne rentrent pas dans un groupe. À gérer la double identité Oui. de l'unité de base Oui. et l'appartenance également à la marque, au groupe. Eh oui. Je ne sais rien, par exemple, la dernière coopérative localement ici en Lot-et-Garonne, c'est Cadre-Albret. Oui. Cadre-Albret qui s'est longtemps construit contre nous. Mais c'était comme ça. On en a parlé tranquillement avec les producteurs. C'était même presque amusant. Et on s'est retrouvés. Et aujourd'hui, ce sont des formidables ambassadeurs de Rougeline et des paysans de Rougeline. Et ils sont là comme s'ils avaient été là depuis le début. Voilà, mais parce qu'en fait, on a déjà la culture d'intégrer, et de faciliter l'accueil. Et après, nos modèles sont assez faciles en fait. Voilà, parce qu'on laisse le poids important dans la coopérative sur son propre réseau, avec des choses qui sont cadrées bien sûr, mais on casse pas tout en arrivant quoi. Alors justement, j'en profite. Le développement de Rougeline, est-ce que c'est augmenter le nombre d'adhérents ou alors c'est au contraire venir créer des succursales, des entités satellites quelque part, mais pour garder ce nombre un peu... On fait de deux façons. Hein. Donc on a notre propre développement par rapport à la vitalité même de nos producteurs. Donc là, on est, tu vois, même si le contexte il n'est pas très simple, mais sur une cinquantaine d'hectares de projets de construction de serres. On est le plus gros groupe qui est impliqué avec ce type de perspective. Donc ça, c'est pour l'essentiel, c'est des producteurs qui sont dans le groupe, qui se développent. Et après, on est régulièrement sollicité par des gens extérieurs. Il y en a quelques-uns là, par exemple, qui voient en Rougeline en fait une option pour être sur le marché et de rentrer dans un groupe où en fait il se passe plein de trucs sur les filières. Et donc, les connexions, finalement, on gagne beaucoup de temps. Voilà. Donc, il y a les deux. Mais notre ambition n'est pas d'aller faire un Rougeline Bretagne par stratégie, de faire. C'est pas ça. Voilà. Après. Comme elle n'a pas été de Messi au Maroc. Non, là, elle ne sera pas pour le coup. Voilà, non, on est très attaché au territoire français. Quels sont les territoires français? Aujourd'hui, nos territoires, c'est le sud de la France. Est-ce que demain ils évolueront? Peut-être. Peut-être parce que aussi la logique climatique, la proximité client, donc on ne l'exclut pas. Tu vois, on n'est pas dogmatique dans le voilà. Mais en tout cas, on fait les choses. On les construit à mesure, en tout cas, de notre propre développement. On digère les choses et quand on est prêt à les faire, on avance. Et puis quand il y a les opportunités, qu'on sent que que ça va être une étape de plus dans le développement et que tout ça est maîtrisé. Ok, donc du qualitatif plutôt que du Ouais. quantitatif. Oui, on fait pas la course en fait. On s'en fout un peu de ça. Et finalement, le meilleur indicateur, c'est la vitalité et le développement de ceux qui sont en interne. Donc c'est ça qui est le meilleur indicateur. Hein, ceux qui sont là depuis longtemps, est-ce qu'ils se développent plutôt plus que les autres? Et la dynamique entrepreneuriale dans notre groupe, elle est plutôt plus forte qu'ailleurs. Hein. Donc quand on parle de dynamique coopérative, etc., est-ce que la coopération est un frein à l'entrepreneuriat? Non, pas du tout. Enfin, nous, on est l'antithèse de ça. Hein, donc voilà. Les faits sont là. Les faits sont là. Donc Patrice Bourgela, que nous avions interviewé il y a quelques semaines, qui était ton prédécesseur, dont tu avais posé une question à laquelle tu as parfaitement répondu. Et alors, c'est désormais une tradition depuis 2 fois. Tu vas poser une question à Pierre Cros. Pierre Cros, qui n'est pas vraiment le régional de l'étape pour nous, puisqu'il est viticulteur de talent à Badens, dans l'Aude et la région du Minervois. Homme dont tu bois les produits, mais que tu ne connais pas encore, que tu as vu simplement, mais sans converser avec lui. Et alors, tu lui demanderais quoi à Pierre Cros, qui sera notre prochain interviewé? En tout cas, je suis ravi en tout cas qu'il soit avec nous peut-être sur une prochaine interventions. Je te remercie aussi parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ces vins. Donc ça ça a été. Ce sont des vins qui me touchent. C'est des vins que j'apprécie, qui me touchent. Et même si je ne connais pas l'homme qui façonne ces vins, il y a des choses que je ressens et en tout cas, je ressens une forme
de combat permanent quand même hein, chez Pierre, des convictions à l'évidence qui sont des convictions fortes qu'il défend, ce que j'ai pu lire en tout cas, et qu'il exprime et qu'il écrit, voilà. Enfin en tout cas je sens du relief, une grosse personnalité. Donc ça, moi j'aime ça. Donc j'ai hâte de pouvoir le rencontrer, j'en ai envie en tout cas. Et bon, pour connaître une partie de ces vins, pas tous, il y a une question que j'ai envie de lui poser. J'ai à peu près compris comment il construisait en tout cas sa gamme, mais il y a une cuvée qui s'appelle les Mal-Aimés. Les Mal-Aimés. Alors cette cuvée m'interpelle, je ne la connais pas, je ne l'ai pas goûtée. Voilà, donc, mais j'imagine dans ce que je comprends de sa construction, je suis sûr qu'il n'y a pas de hasard à ce nom, à cette cuvée. Donc Pierre, pourquoi les Mal-Aimés? Pourquoi les Mal-Aimés? Ça sera ma question. Eh bien, je ne doute pas qu'il te répondra et qu'il le fera avec brio, et il y a une explication à tout ça. Bon, c'est bien, merci de ce moment, merci beaucoup Gilles, ce moment que nous aurons l'occasion de partager avec tous ceux qui pourront le visionner. Et merci de ton implication, vive le printemps, vive les fraises, et que l'histoire continue. Allez, mangeons une fraise. Tiens. Mangeons une fraise. Merci Jean-Michel, merci Vincent.